Bonjour. Eh bien, je vais moi aussi vous parler d'entreprises responsables et plus particulièrement vous parler de la notation extra-financière. Ne vous effrayez pas, c'est un nom barbare, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit, car c'est effectivement le métier de Vigeo aujourd'hui. Alors, je vais essayer, bien sûr, de vous éclairer sur de quoi s'agit-il quand on parle de notation extra-financière, mais aussi de vous éclairer sur à quoi ça sert, à qui ça sert, et ces notations, ces opinions que nous délivrons auprès de ceux qui en font usage, et je vous en dirai deux mots tout à l'heure. Alors, de quoi s'agit-il? Je reviens un petit peu sur l'origine de cette idée, cette intuition pour créer Vigeo. C'est qu'à l'origine, je me suis dit que les défis de la planète, on a cessé d'en parler ici et maintenant depuis plusieurs années. On connaît donc les défis liés au changement climatique, la transition énergétique, on connaît les problèmes et les atteintes parfois à la biodiversité, mais on sait aussi les défis qui sont ceux des inégalités de développement dans le monde, les défis de conditions dans lesquelles les entreprises font leurs affaires, parfois à la limite ou parfois franchement, avec des situations de corruption. Et donc, finalement, c'est l'idée que derrière ces défis, il y a des problèmes, il y a donc des solutions à construire pour que l'économie de demain soit soutenable, soit positive et surtout profite aux générations futures. Et ces défis, ce n'est pas seulement des défis dont on parle entre nous ici, ce n'est pas seulement des défis dont on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs s'emparent pour être innovants dans des idées de création d'entreprises, de développement d'activités, de satisfaction à des besoins non satisfaits. C'est aussi des défis, ce sont des défis qui concernent les entreprises. On en a eu un exemple tout à l'heure avec Renault. Ça les concerne, ces défis-là entrent dans l'entreprise et les amènent à bouger, j'allais presque dire, de gré ou de force. Donc ça, c'est cette idée à l'origine. Et c'est finalement l'idée que dans ce monde où les multinationales se développent, eh bien, elles vont devoir être obligatoirement amenées à rendre des comptes. Finalement, à dire ce qu'on a envie de savoir sur elles. Est-ce qu'elles sont contributives aux solutions qui doivent se construire? Ou au contraire, est-ce qu'elles se montrent indifférentes, qu'elles ne s'en préoccupent pas? Et c'est de cela qu'aujourd'hui, beaucoup de l'opinion publique, mais aussi des ONG, des associations, des institutions, s'attachent à connaître de l'entreprise. Alors, quand on parle de ces défis, vous voyez bien, c'est des choses effectivement générales. Eh bien, tout l'enjeu était de savoir par quelle activité concrète, par quelle mesure on allait pouvoir détecter la contribution de l'entreprise à la résolution de ces problèmes. Et finalement, la meilleure manière de le faire, c'était de se dire, finalement, on sait, on est toujours attentif à la manière dont l'entreprise prend en compte l'intérêt de ses actionnaires. Eh bien, nous allons être attentifs à regarder comment elle prend en compte l'intérêt de ses salariés, l'intérêt de ses clients, des consommateurs quand ils achètent ses produits, l'intérêt également de l'environnement, c'est-à-dire la protection de l'environnement, la manière dont elle assure qu'elle respecte bien les droits fondamentaux dans le monde. Donc finalement, un ensemble de parties prenantes dans l'écosystème de l'entreprise qui vont nous permettre de pouvoir analyser, repérer la manière dont elle est contributive. Rien ne vaut un bel exemple, pas un bel exemple, un triste exemple que l'on a tous en tête pour illustrer ce que peut vouloir dire cette relation entre l'entreprise et ses parties prenantes. Vous avez tous en tête le drame du Bangladesh. Voilà une histoire qui est donc très triste, c'est un drame, et qui révèle que les grandes marques européennes, asiatiques, américaines de distribution se livraient là au Bangladesh où s'est passé ce que nous savons. Et donc, ça veut dire qu'elles, c'était leurs fournisseurs et elles ne se préoccupaient absolument pas du minimum de conditions de sécurité des bâtiments
parlons même pas des conditions de travail, des bâtiments, a fortiori ce que pouvaient être les conditions de travail, les conditions de vie, parfois même les conditions de sommeil ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, bien sûr, on aurait pu dire le Bangladesh pourrait quand même faire en sorte que le minimum de droits du travail soit respecté. Oui. Mais ce sont les grandes marques en question qui ont très rapidement été interpellées au moins que là, elles ne pouvaient plus ignorer ce phénomène et qu'elles ont dû, grâce à l'opinion publique qui faisait pression, grâce aux médias qui relayaient cette histoire, elles ont été sommées d'agir et elles ont agi. Très rapidement, elles ont dû très vite s'engager à être attentives à ces conditions de sécurité des bâtiments, mais aussi de conditions de travail. Un fonds a été créé auquel elles ont dû abonder pour dédommager les victimes. Les victimes d'abord, et ensuite aider à faire avancer, évoluer ces conditions. Alors pourquoi est-ce qu'elles le font et qu'elles ne sont pas restées comme ça chez elles tranquillement? Parce qu'elles ont très vite vu à travers ce drame que ce qui était en cause, effectivement, je reprends les conclusions de tout à l'heure, c'était leur réputation qui était en cause et que derrière leur réputation de ces belles marques, parfois qui sont de la forte marque, eh bien il y avait aussi l'attractivité de leurs produits et que là, vous voyez, on commence à toucher au business et donc on n'est pas indifférent à ces choses-là. Et elles ont très vite compris qu'il ne fallait pas faire de déni, qu'il ne fallait pas dire « mais non, c'est pas moi, j'y étais pas », en tout cas pour celles qui y étaient, et qu'elles ont dû participer des solutions et des négociations qui leur ont été demandées. Donc, si je reviens à mon histoire de notation, ça veut dire qu'on veut savoir, évidemment, sans attendre un drame comme celui-là, sans attendre une grosse pollution comme on a pu en voir et on peut encore en voir sur certains sujets, on veut savoir, je dirais, sur l'entreprise de la même façon qu'on veut connaître ses résultats financiers, eh bien, on veut savoir si elles sont un employeur responsable en direction de leurs salariés. On veut savoir si elles sont protectrices de l'environnement, si elles participent des solutions ou non. On veut savoir si elles sont respectueuses des intérêts de ces salariés, de ces clients, de ces fournisseurs, des territoires aussi sur lesquels elle est impliquée. Eh bien, c'est c'est ce savoir que nous allons permettre de connaître et de le diffuser à ceux qui vont en avoir besoin. Nous allons donc recueillir les informations sur les entreprises qui nous permettent d'élaborer ces opinions, des opinions indépendantes bien sûr, et d'ailleurs les informations que fournissent les parties prenantes sont toujours utiles en la matière pour renseigner sur le degré avec lequel l'entreprise a des comportements, des engagements, des bonnes pratiques en la matière. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais enfin, toutes les entreprises annoncent qu'elles se comportent bien dans tous les domaines. Elles ne vont pas annoncer des mauvaises nouvelles. Oui, sauf que, évidemment, la notation, sa crédibilité, c'est de pouvoir effectivement repérer si l'entreprise prend les engagements, mais pas en leur faisant un chèque en blanc une fois qu'elles ont dit la main sur le cœur, les professions de foi en direction de l'intérêt de leurs parties prenantes. Il nous faut mesurer la crédibilité de ces engagements, c'est-à-dire en fait leur demander des preuves quant à la manière dont elles vont véritablement mettre en place les engagements qu'elles disent prendre, quand elles le disent, de manière à vérifier la cohérence entre l'intention, la déclaration et l'acte. Alors je vais revenir sur l'exemple dont je parlais sur le Bangladesh, parce que nous analysons les entreprises de la grande distribution. Il y en a à peu près 70. Eh bien voilà, nous savions si, dans ce que nous disions, c'est un secteur qui est très peu engagé, c'est un secteur qui est chez nous dans les moins bien notés. Et donc la moyenne, vous voyez, des entreprises, on note sur 100, avait une note qui était inférieure à 40 sur 100. On voit bien qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas tout à fait aligné sur ce qui était attendu d'elle. Je pourrais aussi vous parler d'une entreprise comme TEPCO. Vous vous rappelez de cette affaire? Là encore, TEPCO que nous évaluons, nous avions identifié qu'il y avait chez TEPCO
des problèmes d'opacité dans la gouvernance, dans ce conseil d'administration, qu'il y avait des procédures sur les conditions de sécurité qui devaient être vérifiées et certifiées, qui n'étaient pas claires. Voilà. En tout cas, il y a des indices, des alertes. Vous voyez que cette notation peut permettre de révéler à ceux, bien sûr, qui veulent les regarder, qui veulent les lire et qui veulent s'en servir. Et précisément, à qui servent-elles ces notations? Eh bien, elles servent à des investisseurs. Vous avez peut-être entendu Philippe Zawati vous parler de la finance et de la manière dont la finance peut contribuer à faire avancer les entreprises dans la bonne direction et à orienter l'épargne et l'investissement. Eh bien oui, il y a des investisseurs qui fondent leur choix d'investissement en prenant en compte des critères, entre guillemets, extra-financiers, vous les jaugez maintenant, et qui tiennent compte pour cela des notations qui sont élaborées sur ces entreprises. Alors je vous dis oui, la bonne finance, elle existe aussi, insuffisamment, vous l'avez beaucoup entendu dans ces journées, insuffisamment, mais elle existe. Elle reste modeste, elle est embryonnaire, mais vous avez aussi compris qu'il dépend aussi de chacun d'entre nous que quand nous épargnons, nous puissions booster nos banques et leur demander de construire des produits qui tiennent compte de ces valeurs des entreprises. Mais cette notation, elle sert aussi aux entreprises elles-mêmes, parce que les entreprises de plus en plus conscientes qu'il y a là des choses importantes à connaître sur ce que l'on dit d'elles, elles s'en servent par exemple quand elles veulent financer des projets qu'elles présentent aux financeurs, au marché, comme étant des projets alignés sur l'économie positive, alignés sur le développement durable, par exemple construire des éoliennes, développer les énergies renouvelables, construire des bâtiments à énergie positive. Elles viennent chercher sur le marché des fonds en disant, voilà, je vais développer des projets qui vont dans le sens de la bonne économie, faites-moi confiance. Eh bien, ce n'est pas seulement faites-moi confiance, il faut à ce moment-là qu'elles fassent la preuve de leur crédibilité en présentant leur notation extra-financière et qu'elles fassent aussi la preuve de leur crédibilité sur les conditions dans lesquelles elles vont bien sûr sélectionner leurs projets. Je vous parle là de grandes entreprises, mais c'est également dans les petites entreprises que nous pouvons voir ces phénomènes-là maintenant. Alors en conclusion, j'espère tout simplement avoir un tout petit peu éclairé ce concept qui peut être un peu gazeux, comme on dit, mais surtout vous avoir démontré que c'est un chemin parmi d'autres qui finalement va rencontrer d'autres chemins vers le développement du développement durable, vers le développement de ce qu'on nomme ici l'économie positive, et en tout cas des chemins qui vont aller dans la bonne direction pour assurer aux générations futures de vivre dans des conditions décentes et dignes pour elles. Merci.